Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Hypercar, le nouveau projet à la suite de la GT40. Ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles du projet parce que la prépa Michelin m'a pris pas mal de temps, ça valait le coup. Et parce qu'il y a aussi un deuxième point, j'en chie correctement. Alors non, j'ai pas rien foutu de tout ce temps-là, bien au contraire, mais je crois que je me suis bien perdu dans tout ça. Et oui, j'ai changé de motorisation, je vais vous expliquer tout mon raisonnement depuis le début. C'est parti! On va reprendre depuis le départ aux prémices du projet. Là, on est sur un des nombreux outils de la plateforme 3D Experience proposée par le sponsor Dassault Systèmes. Vous savez, la petite société française qui possède notamment les logiciels de CAO, CATIA et SolidWorks. D'ailleurs, petit aparté, SolidWorks, il peut être disponible sur vos ordis. Le lien est en description de la vidéo. Ils ont une offre super alléchante, donc allez checker. Nous sommes donc sur le Project Planning, c'est le nom de l'outil, du projet Hypercar. En gros, Project Planning, c'est une application de planification pour vos projets, qui fait partie des nombreuses autres applications disponibles dans la 3D Experience. Cette application permet d'inscrire des tâches à faire et les planifier, utile pour les projets. Et ça tombe bien parce qu'on va s'en servir dans cette vidéo pour retracer tout ce qui s'est passé sur le projet et vous allez comprendre mes décisions. Bref, on commence par créer genre une tâche, comme celle-ci. Pas simple celle-ci. Vous pouvez planifier le début et la fin, sa durée, l'importance qui doit la faire, cette tâche, et elle se retrouve directement avec ses petites copines dans le calendrier, et au fur et à mesure qu'elle est exécutée, vous faites évoluer le pourcentage, et ça la fait évoluer dans le temps, et elle se met dans le calendrier à jour. Enfin bref, c'est magique. Ensuite, vous vous retrouvez avec un calendrier comme ça, voilà, ça fait beaucoup, avec toutes les tâches, celles que vous avez déjà faites, celles qui sont en cours, et celles qui vont arriver. C'est donc un outil de gestion de projet qui vient s'ajouter aux nombreux autres de la plateforme 3D Experience, aussi bien adapté aux petites entreprises qu'aux multinationales. Vous trouverez tous les liens en description pour avoir plus d'infos. On se retrouve donc fin avril 2021. Oui, 2021, il n'y a pas d'erreur dans ce que je dis. La GT40 est terminée de mon côté et j'ai de quoi alimenter la chaîne jusqu'à fin d'année 2021. On est tranquille, pépère. Et oui, parce que pendant que vous me regardiez poncer, la voiture venait d'être terminée. Moi, cette technique m'a permis de me mettre à fond sur le prochain projet de l'Hypercar. C'est à ce moment que j'ai discuté avec Laurent Schmitt pour qu'il m'aide à réaliser le design. Et c'est ce qu'on a fait pendant une bonne grosse période. En fait, jusqu'à l'annonce de la cagnotte. Et la cagnotte, on en parle, j'en ai pas parlé depuis un petit moment, mais je tenais vraiment à vous raconter un peu comment ça s'est passé, en fait, les coulisses de la cagnotte. Souvenez-vous, elle a été lancée il y a plus d'1 an, le 21 octobre 2021, mais faut savoir qu'un truc comme ça se prépare des mois et des mois en avance. Elle a eu du succès, cette cagnotte. Alors, encore une fois, merci à vous, mais ce succès, c'est aussi des mois de travail. On lance pas une cagnotte comme ça à la zeub en croisant les doigts. Non, ça marche pas comme ça. J'avais des points toutes les 2 semaines avec les équipes KissKiss. Je vais voir les fournisseurs, fabricants pour les cadeaux et bosser sur la page cagnotte pour qu'elle soit claire, nette et précise. Vraiment, quand on regarde comme ça, on se dira ouais non mais il a rédigé le truc comme ça, voilà, bam, 2-3 t-shirts, terminé. Non, il y a vraiment beaucoup de taf là-dessus. On croirait pas. Donc tout ça, c'était de mai jusqu'à octobre. Sans parler du fait qu'il fallait les couilles pour proposer les miniatures en contrepartie, parce qu'il fallait 1000 commandes minimum pour pouvoir les faire fabriquer. Donc imagine, t'en as que 200 en commande, tu te retrouves avec 800 bagnoles miniatures dans le garage. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je veux dire, avec tout l'argent perdu là-dedans. C'était le coup de poker, ce truc-là. Et pendant qu'on en parle, j'en profite pour vous mettre les images de la création de ma GT40 1/18e modifiée en GT40 Mango.
cette voiture que j'ai fabriquée juste avant la cagnotte, et ben c'est celle qu'on voit sur la vidéo. Donc bah voilà, ça a participé un peu au succès de la contrepartie parce que bah on la voyait en vrai et ça c'était cool quoi. Et puis moi dans tous les cas je la voulais en collection ma voiture donc et au début je pensais pas qu'elle allait avoir 1500 copines. Hein. Bref, entre temps je bosse sur le projet Hypercar, j'étudie les différentes possibilités en fonction de plusieurs paliers de budget. Il faut bien comprendre que je ne sais pas du tout combien va me rapporter la cagnotte. C'est pareil, il faut faire des calculs, des hypothèses, des simulations de thunes, etc. Côté technique, je suis assez sûr de moi. Je veux un truc léger, performant, avec une tronche qui font la bise. L'objectif depuis le début, c'est la monocoque carbone, le châssis monocoque en carbone, c'est un truc de ouf. Sauf que pour faire ça, bah il faut un peu plus que le premier palier fixé à 75 000 €. Je vous cache pas que dans ce genre de cagnotte, le premier palier, il est clairement prévu pour être pété dès le début, et le vrai palier objectif, c'est le deuxième, celui à 200 000 € pour ma part. Et techniquement, avec ce palier à 200 000, on est sur monocoque carbone pour le châssis, moteur thermique central arrière. D'ailleurs, à cet instant, je vais pas chercher plus loin qu'un bon vieux V8 Requin, genre un Chevrolet LS, efficace, pas cher, simple, valeur sûre. 500 chevaux minimum et un poids léger au-dessous des 1 tonne 2. Un bon rapport poids-puissance quoi. La date de la cagnotte approche, Laurent, Orlando et moi on rush pour finir le design de la voiture en 3D, en 2D, en tout ce que vous voulez. Et on l'a fini 2 jours avant. Jour J, la cagnotte commence. Tac tac tac. Tac tac, bonjour à tous, nous sommes le 21 octobre 2021, 16h44, dans 1h15 du coup, la vidéo sera en ligne, parce que la cagnotte est déjà en ligne, hein, vous ne le savez toujours pas, je suis hyper stressé, hyper excité, parce que ça fait quand même plusieurs mois, ça fait peut-être même 5-6 mois que je travaille là-dessus, j'espère que ce travail va payer. J'espère aussi que vous allez être nombreux à participer, à être dans l'engouement du projet, à croire en moi aussi. Au moment où tu montes cette vidéo, Benjamin, je suis sûr que tu le sais. J'espère que t'es pas en train de pleurer. Je sais pas, j'espère que ça va être un truc de fou. Je crois beaucoup en ce projet, je crois beaucoup en vous. Et voilà quoi. On verra. Bon, et ben à tout à l'heure pour la mise en ligne de la vidéo et du coup de la cagnotte. Je vous attends nombreux. Ça y est les gars, c'est en ligne, la vidéo est en ligne. Vous pouvez participer, ça y est. Alors, ça fait déjà 2 minutes, et toujours rien. Aïe aïe aïe, c'est le bid. Ouh, les premiers contributeurs. Ouh, 1%. Bon les gars, ça fait 1 heure que tout est en ligne et là, et déjà le palier des 40 000, c'est un truc de ouf. Il est 22h. Putain, j'en reviens pas. 1000 contributeurs et le palier à 75 000 € explosé. Le premier soir, la voiture, on va la faire, les gars, c'est un truc de ouf. La première journée, c'est déjà plus de 100 000 € dans la cagnotte et vous êtes plus de 1500 contributeurs. Et au final, la cagnotte se termine le 3 décembre 2021 avec presque 300 000 € et quelques 3700 participants contributeurs. Dans ce genre de moment assez unique, hein, faut le dire, vous avez peut-être pensé que c'était comme si on gagnait au loto, quoi. Mais c'est pas du tout ça, c'est la récompense de plusieurs mois de travail et même d'années si on compte tout le projet GT40. Donc non, j'ai pas sauté au plafond en étant surpris genre waouh, incroyable, waouh. Non, il faut le prendre dans l'autre sens. Si ça n'aurait pas marché, là j'aurais été surpris et extrêmement déçu. Bon bah, le projet commence. Et le projet commence même pendant la cagnotte puisque j'étudie déjà la motorisation et je crois qu'à ce moment-là, fin novembre, je me sens un peu pousser des ailes. Vas-y, on tente l'électrique, on tente l'innovation plus, on tente de concurrencer Rimac et Lotus. Rien que ça. Donc de décembre à février, je bosse sur la solution électrique. Et pour les théoriciens du complot, non, au début, la cagnotte, c'était du thermique, mais le montant final de la cagnotte m'a fait tourner la tête. Hein. Bien sûr que je pensais avoir plus que le palier à 75 000, mais je pensais pas frôler les 300 000 pour être honnête. Et c'est comme ça que j'ai envisagé la solution électrique. Parce que, spoiler alert, l'électrique, c'est super cher. Coucou les amis, nous sommes le 10 décembre 2021. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai cette voiture. Certains l'ont déjà deviné, c'est la fameuse Volkswagen IDR. C'est une voiture qui a été conçue pour battre le record de Pikes Peak. Et ça a été le cas. Ils ont vraiment battu le record de Pikes Peak. Pour une raison très simple, parce que cette voiture est équipée de l'énergie nucléaire, l'électrique. Je suis en phase de réflexion sur la motorisation de l'Hypercar. Là, ça fait
une petite semaine que je bosse sur le phénomène électrique. À l'époque, je suis chaud patate électrique. J'étudie toutes les possibilités, toutes les architectures de bagnole, tout. Je me documente à fond, quoi. Ça me prend beaucoup de temps et les infos sont pas faciles à trouver car les pièces sont soit issues de voitures existantes, genre du Tesla ou autre, soit c'est des fabricants ultra restreints et le choix est pas énorme. Dans cet extrait vidéo de février 2022, je vous explique pourquoi un moteur électrique a besoin d'un réducteur mécanique. Premièrement, un moteur électrique comme ça tourne à plus de 5000 RPM en général. Une roue à 300 km/h, elle roule à 2300 RPM. Donc faut réduire de moitié la vitesse de rotation, ou plus, hein, ça dépend des moteurs. Quand on réduit la vitesse, par exemple de 2, on augmente de 2 le couple à la roue. Et oui, parce que le couple, il est important aussi, je vous apprends rien. Un moteur électrique comme ça, c'est 500 Nm de couple. Et à la base, je comptais en mettre un sur chaque roue, donc ça nous fait 2000 Nm de couple, de motorisation. Waouh, mais où on est? Sauf que le vrai couple, celui qui va vous satelliser, c'est celui qui va passer au sol, pas celui du moteur directement. Donc admettons, avec les réducteurs, ça nous porte à 2000 Nm fois 2, soit 4000 Nm de couple. 4000 Nm de couple. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, 4000 Nm de couple? Parce qu'on connaît les couples moteurs, mais couple à la rousse, qu'est-ce que ça vaut quoi, 4000 Nm de couple? Eh bien, on va comparer ça avec ma GT40 qui a un petit moteur V8 de 400 Nm de couple. C'est un peu faiblard à côté des 2000 Nm électriques. On roule la GT40, elle pose 4000 Nm de couple en première à 1000 tours par minute et ça monte à 5600 Nm à 4000 tours par minute. Bien sûr, ça se casse un peu la gueule quand on monte les rapports, évidemment. Donc on est bien au-dessus de l'électrique déjà. Et si on va sur des gammes de performance moteur insolentes sur des voitures de ouf, au démarrage, par exemple en première, la Zonda, Pagani Zonda, c'est 7000 Nm de couple. Et la Chiron, c'est 12 000 Nm de couple. Alors, les 2000 Nm de moteur électrique, ça excite plus autant, quoi. Tout ça pour vous dire que j'ai bossé comme un dingo sur une boîte réducteur pour moteur électrique, les moteurs électriques et tout ce qui va derrière. Et mine de rien, la CAO, la 3D commençait vraiment à ressembler à un truc. J'avais vraiment déjà empilé les heures là-dessus, ça avait quand même de la gueule. On se rend peut-être pas compte là, mais tout ça m'a pris 7 mois, développer une transmission, c'est voir avec des fabricants, beaucoup se documenter. Un réducteur, c'est déjà pas mal de notions, le dimensionnement des pignons, pour pas que tout parte en sucette au premier coup de gaz, la circulation de l'huile, le maintien de la boîte, l'étanchéité, le refroidissement, les capteurs, les sondes, tout ça. Et il n'y a pas de hasard là-dedans, j'ai qu'une seule tentative possible, parce que fabriquer ça, ça coûte un pognon de dingue, 7000 € le réducteur. Alors imagine si t'en as 2, voire 4, et qu'il pète au premier test, ça coule. Puis ensuite, dans l'étude de l'électrique, j'ai vu pour développer des moteurs sur mesure avec une boîte française, enfin bref, j'ai pas chômé. J'ai bossé avec des professionnels à la fois de la transmission, de la motorisation, usinage. D'ailleurs, big up à vous pour ceux qui se reconnaissent. Premier retournement de situation, le passage en 2 roues motrices. 4 roues motrices. Oui, l'hypercar électrique était prévu en 4 roues motrices, soit un moteur par roue. Et pour être honnête, ce truc m'a torturé l'esprit un bon paquet de temps. Pour l'arrière, pas de souci, on a de la place, mais pour l'avant, c'est notre paire de manches. J'ai envie de vous partager un petit moment de doute. Enfin, c'est plus vraiment un moment de doute. Le doute était avant. On est fin mai 2021. Si je zoome vers l'avant, on remarque qu'il n'y a plus de moteur à l'avant. En gros, j'ai retiré la transmission à l'avant. Ça fait un petit moment que ça me casse un peu les couilles et ça ne fonctionne pas. Le premier souci, c'est l'encombrement. C'est-à-dire que mes moteurs sont trop gros. Je n'ai pas la place pour mettre mes pieds pour conduire. Donc c'est un peu problématique. Le deuxième souci, en fait, c'est la voiture en elle-même. Parce que le design, comme on le voit ici, là, la voiture est très avancé, le cockpit est très avancé, donc ça fait que les passagers sont très avancés, et donc on a un museau qui est tout petit, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de place pour mettre de la mécanique dedans, et donc ça fout la merde, et c'est mon design qui fout la merde, et j'ai pris la décision de ne pas changer ce design, parce que je préfère avoir une voiture qui soit belle et qui soit attractive, que avoir des roues motrices à l'avant. Voilà, c'est un choix, je fais le choix plus de l'art que de la performance. Enfin, de toute façon, vous allez voir que en performance, une propulsion, c'est loin d'être dégueulasse. Je vous rappelle qu'une Formule 1, c'est 2 roues motrices propulsion. Bon, du coup, on recommence
toute la conception du train avant de zéro. On a maintenant beaucoup plus de place pour le pilote et j'ai moins de contraintes, c'est plus simple quoi. Je commence même à concevoir le châssis carbone, je suis débloqué pour pas mal de choses. En fait, comment je fonctionne dans ma tête? Étape 1, j'étudie beaucoup et j'imagine beaucoup dans ma tête. Étape 2, je passe sur la modélisation pour mettre en volume mes idées. Sauf que parfois, il me reste des doutes en tête, des choses qui ne vont pas malgré mon passage à l'étape 2, donc la CAO, mais ce doute, il peut persister pendant des mois et des mois. Mais en même temps, si tu t'arrêtes à l'étape 1, tu fais jamais rien. Donc, t'es obligé d'avancer dans un tel projet, hein, même avec des doutes, c'est normal, tu peux pas tout avoir en tête, hein, c'est impossible presque, et puis, comme on dit, on réglera ça plus tard. On arrive ensuite dans une période où le projet Hypercar est clairement secondaire. Il y a les vacances, j'ai pris 4 jours, c'est très peu. Il y a le projet Michelin avec la prépa GT40 qui me motive à fond. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans l'atelier et ça fait du bien. Et il y a aussi toute la logistique des cadeaux contrepartie de la cagnotte. Il faut pas oublier ça parce que il faut tout lancer en fabrication. J'ai imaginé et fait les logos des t-shirts, celui-là par exemple, ça c'est moi qui l'ai dessiné. J'ai fait les stickers, les miniatures. Parce que oui, pour les miniatures, il faut faire des prototypes, il faut faire des retours avec l'usine, il faut valider ou non, il faut aussi faire le design de la boîte custom, que j'ai fait aussi, j'ai kiffé, c'est trop marrant. J'espère qu'il vous plaît d'ailleurs. Ensuite, il faut aller à l'entrepôt pour déballer, signer et remballer les quelques 1500 miniatures. Heureusement, j'avais l'aide de mes parents, hein, merci à eux. Ça nous a pris quand même 3 jours non-stop. Il y a eu l'organisation de la journée, circuit pour les baptêmes de la GT40. Bref, tout un tas de trucs annexes au projet Hypercar qui prennent un temps fou. Mais vous savez quoi? Indirectement, j'ai bossé sur l'Hypercar parce que cette période m'a beaucoup fait réfléchir sur le projet. Et j'en ai retenu une leçon. T'emmerdes pas plus que tu l'as déjà, prends que du plaisir. Et c'est à cet instant-là que je redescends sur Terre. Tel Jésus ressuscité. Et c'est là que tu commences à te dire, mais attends, je suis en train d'avoir un projet de réaliser une voiture de A à Z, c'est déjà dingue, hyper compliqué, et il y a un truc qui te casse le cul depuis 8 mois, une contrainte qui t'empêche d'avancer, et qui a ruiné ta motivation. Oui, je veux bien sûr parler de la solution électrique. Ça m'a découragé et c'est pour ça que j'ai décidé de lâcher la solution électrique. Et les raisons de cet abandon, je vais vous les citer maintenant. On va les détailler de la plus importante à la moins importante. La raison number 1, elle est technique. L'électrique, c'est quelque chose d'abstrait encore. À part des conversions sur base de Tesla, il n'y a pas beaucoup d'infos. Ça fait flipper parce que c'est trop avant-gardiste peut-être. On trouve bien moins d'experts que sur le domaine thermique et ça nous amène à la raison numéro 2. La thune, comme je vous l'ai dit, je le sens à moitié l'affaire. Et balancer autant de pognon sur un truc qu'on sait pas si ça marche, je suis pas trop emballé. Imagine, tu finis toute la bagnole et dans les études de tout début, t'as zappé un principe, genre je sais pas moi, le couple moteur à la roue par exemple. Tu te retrouves comme un con avec une voiture qui fonctionne pas et tu l'as dans le cul quoi. Un moteur c'est 15 000 balles, donc 2 c'est 30 000. Pour les 2 contrôleurs, c'est 10 000 euros chacun, donc on est déjà à 50 000 euros. On rajoute une bonne batterie sur mesure à 20-30 000 euros, on passe déjà les 80 000 euros de pièces. Juste de pièces les amis. Et j'ai pas compté l'ordinateur de bord qui va gérer tout ça, ni les éventuelles boîtes de vitesse sur mesure. Là, on dépasse les 100 000 euros. Et je vous rappelle, on n'est pas sûr à 100% du résultat. Et puis, un autre rappel, il me reste encore la monocoque carbone à faire. Et toutes les pièces mécaniques. C'est vraiment pas évident. Et l'idée, c'est pas de me foutre dans la merde non plus, quoi. Donc, ces 2 premières raisons m'ont fait basculer vers la solution d'abandonner l'électrique. Raison numéro 3, fun et passion. Comment ne pas avoir cette raison? Je suis comme beaucoup d'entre vous. J'aime quand ça gueule. J'aime l'odeur de l'essence. Le moteur thermique quoi. C'est marrant parce que j'en ai pris conscience après avoir laissé tomber la solution électrique. Parce que j'ai repris une motivation là. Ça fait 1 ou 2 mois là que je suis motivé mais
à donf. Raison 4, électrique à venir. Une raison un peu plus borderline, car c'est un petit peu politique, mais bon, voilà, hein. J'ai pas peur, je m'en fous, je suis honnête, je suis transparent. Sérieusement, sur ce genre de bagnole de prestige, est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu de l'électrique ou non? De toute façon, ça roule pas beaucoup ces trucs-là. Donc niveau écologique, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et puis du point de vue de la batterie, une batterie ça vieillit dans le temps. Imagine, t'as une Rimac ou une Lotus, t'as fait juste 3 cycles de charge en 5 ans, ta batterie elle est dégradée avec le temps, elle est éclatée, elle est périmée, mais il faut la changer. T'as fait 3 cycles avec? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu contre-productif pour ce genre de voiture. Fin de la parenthèse, je suis bien curieux de savoir votre avis là-dessus en commentaire, donc n'hésitez pas. Et la dernière raison, c'est la commune, c'est vous. Comme c'est mignon. Ouais, en prenant cette décision, j'ai pensé à vous, parce que vous êtes bien plus chaud sur du vroom que sur du... sur de l'électrique quoi. Mettez un pouce bleu s'il vous plaît. Pourquoi tu ne fais pas de l'hybride? Réponse ultra simple, tu reprends les 2 premières raisons juste avant. J'ai étudié l'hybridation en 1 semaine. C'était déjà plié. Techniquement et financièrement, c'est non. Voilà les amis, on repart sur la base de la base. Une voiture 100% passion, 100% vroom vroom, 100% ce que vous voulez. Sans prise de tête supplémentaire, parce qu'il y en a déjà bien assez, croyez-moi. Il y a déjà pas mal de trucs à voir. J'espère que tout ça vous a convaincu et que ça vous fait plaisir. Je vous ai retracé sans filtre le cheminement de ma réflexion derrière la motorisation. Cette année 2022, elle n'a pas été facile pour le projet, j'ai eu beaucoup de doutes, et ça m'a vraiment plombé l'esprit au bout d'un moment, mais là je suis reparti comme jamais. Merci à Dassault Systèmes et à leurs outils dispo sur la 3D Experience. Les liens sont en description pour avoir des infos et leurs offres pour SolidWorks, allez checker, c'est vraiment intéressant. N'oubliez pas que la conception 3D de l'Hypercar se fait sur SolidWorks et la 3D Experience. La décision de la solution thermique a été faite début octobre et depuis le projet avance bien plus. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube parce que la prochaine vidéo, j'annonce mon choix de ce fameux moteur thermique. Préparez-vous au pire, parce que vous n'êtes pas prêts les gens. Benjamin Workshop, il va vous régaler plus que jamais avec ce projet Hypercar. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!